Donc je le disais, on va débuter nos news par un retour sur l'affaire National Junior. Je vous en ai parlé évidemment la semaine dernière. On s'est beaucoup attardé sur ce qui s'était passé à l'Atanasio Girardot. Je peux vous remettre les images en fond si vous avez les images devant vous. Forcément, si vous êtes en direct, vous les avez. Avec ces fameux débordements qui ont eu lieu dans la tribune nord de l'Atanasio Girardot entre les supporters de Junior et les supporters de l'Atlético Nacional. Match qui a été arrêté à la 53e minute, 54e à peu près, on va pas jouer à la minute près. Dans le communiqué de la Di Mayor, vous allez voir, je vais en parler dans un instant, ça dit 53e minute. Donc bon, le but était à la 54e, mais bon, c'est pas grave. Bref, ces débordements qui ont eu lieu. Je le disais, il y avait forcément des sanctions qui étaient attendues. Il y avait une réunion qui était organisée lundi dernier, à peu près au moment où on faisait notre émission, et il y avait des sanctions qui étaient attendues en milieu de semaine. Elles sont tombées, ces sanctions. La Di Mayor a rendu son verdict mercredi et dans un grand communiqué avec un gros fichier PDF. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse de lire tout ça parce que en fait tout est décortiqué, tout le procès, tout ce qui s'est passé, tout le déroulé des opérations, les sanctions, les comptes rendus et tout. C'est un bon gros fichier PDF. Il doit faire 25 pages à peu près, ou peut-être même plus. Il n'y a pas que cette affaire-là qui a été jugée, mais bon, concrètement. Sans entrer trop dans le détail, parce qu'on ne va pas passer 8 jours sur les sanctions financières, parce qu'il y a des sanctions financières pour les deux clubs. Les deux clubs sont pénalisés financièrement. Ça, c'est, on va dire, assez classique. Et surtout, les deux clubs prennent 6 matchs de huis clos. C'est beaucoup, 6 matchs de huis clos pour la suite du championnat. Donc, je rappelle quand même que la semaine dernière, le maire de Medellín avait annoncé que les 2 prochains matchs de l'Atlético Nacional se dérouleraient déjà à huis clos. Je rappelle aussi que, ils ont annoncé la fermeture des frontières pour les supporters visiteurs à Medellín. Donc voilà, il y avait déjà une partie de sanctions qui était indépendante de la Di Mayor. Et puis surtout, il y avait cette grande question que l'on se posait, qui était l'objet de tous les débats, l'objet de tous les combats, entre guillemets, entre l'Atlético Nacional et Junior. Enfin, pas trop Junior, parce que rappelez-vous, ils avaient quand même un petit peu perdu leur 5G pendant 2 jours. Mais il y avait un combat qui était de savoir qui allait être responsable de l'affaire. Je vous rappelle que la semaine dernière, tout le monde s'est un petit peu lavé les mains en essayant de rejeter la faute les uns sur les autres. Eh bien, la Di Mayor, elle, pour le coup, elle a tranché, elle a clairement tranché, puisque la responsabilité, elle est pour National, tout simplement, puisque c'est lui qui, en tant qu'organisateur, devait assurer la sécurité dans son stade. La conséquence, eh bien, c'est que l'Atlético Nacional a eu match perdu. L'Atlético Nacional menait 2-0 à ce moment-là, et donc les 3 points sont pour Junior de Barranquilla. C'est une décision importante qui fait forcément beaucoup parler. Je fais une petite parenthèse pour saluer la chicha de Sergio Mafoy et César qui viennent d'arriver. Bonsoir à vous. Et donc, ça fait beaucoup parler, et ça fait forcément beaucoup parler l'Atlético Nacional. Alors, l'Atlético Nacional a réagi avec un communiqué. Je vais vous le faire passer dans les images, le communiqué. Vous n'allez pas forcément avoir besoin de tout lire. On ne va pas tout lire. Il fait 5 pages. Le communiqué de l'Atlético Nacional. En fait, concrètement, pour résumer un petit peu ce qu'il y a dans ce communiqué, ils expliquent un petit peu toute la chaîne des responsabilités dans ce qu'il s'est passé, dans la manière dont un match est organisé du point de vue de la logistique, par l'Atlético Nacional, par les pouvoirs locaux, par la police, enfin toute la coordination, tout l'ensemble de la chose. Donc ils expliquent que pour l'organisation de tels matchs, il y avait 570 unités de police, 69 personnes des services de sécurité de la ville qui étaient réquisitionnées pour le match. Et eux, ils y ont adjoint 470 personnes de la logistique et 35 personnes d'une société de sécurité privée. Et en gros, ils expliquent il n'y a pas que ça dans le communiqué, mais en grande partie, ils expliquent que, ils avaient en gros mis en place des forces qui correspondaient à une affluence de 44 000 personnes. Et en fait, il y avait 26 000, alors je peux vous donner le chiffre, 26 567 personnes précisément au stade. Et que donc, concrètement, ce qu'il faut retenir de ce qu'ils disent, c'est que ils avaient fait ce qu'il fallait en termes de sécurité. Il y a quand même des choses assez rigolotes. C'est que, ils ajoutent quand même que c'est les supporters de Junior qui ont commencé et que donc, c'est pas eux qui ont initié les problèmes, que donc tu vois, il y a un côté, c'est la faute des gars de Junior. Et ils expliquent surtout que ce n'est pas à l'Atlético Nacional de s'occuper de la fouille des supporters visiteurs, et que donc
finalement, c'est ce qu'ils disent dans ce communiqué-là, qu'en prenant cette décision, qui est de donner les 3 points à l'équipe visiteuse qui était menée 2-0 à cause des débordements de leurs supporters. Voilà, hein, je cite entre guillemets l'Atlético Nacional. Hein, c'est pas moi qui vous tire une conclusion de la chose, mais en gros, ce qu'ils disent, c'est que bah, ça va faire jurisprudence parce que ça veut dire que si tu es une équipe visiteuse et que tu perds, bah, tes supporters peuvent mettre le bazar dans le stade. C'est l'autre équipe qui va en payer les conséquences et qui va en payer les conséquences comptables en termes de points. Salut Flo Balmont. Est-ce que la CONMEBOL est intervenue dans ce dossier? Non, parce qu'elle n'a pas à intervenir dans ce dossier. Ça reste une sanction envers les joueurs qui n'ont rien demandé. Tout à fait. Tout à fait, mais le problème, enfin bon, voilà, il y a une sanction, il y a des sanctions financières et des huis clos pour les clubs. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Pierre, et c'est ce que dit l'Atlético Nacional, c'est que ça va créer un précédent. Et donc du coup, en gros, c'est ça, quoi. C'est tu perds, bah, tes barras peuvent foutre le bazar dans le stade, et ben du coup, tu vas avoir la victoire. Alors ils disent clairement, eux, marquent que ça envoie un signal néfaste. Ils donnent quand même 2 autres exemples de matchs où il y a eu des débordements, Cortuluá-Cali en 2022 et La Equidad Junior en 2023, qui n'avaient pas entraîné ce type de décision. Et donc, voilà, ils en profitent quand même pour mettre une petite charge contre les instances, contre la DIMAYOR et contre l'ensemble des instances du football, en rappelant qu'il y avait un carnet de l'INCHA, ce dont on avait parlé hein, sur, par exemple, ce qui se fait, par exemple, au Mexique, plus ou moins bien, mais en gros, chaque place est individuelle, enfin voilà, vous avez comme si vous aviez une carte d'abonné, vous êtes fiché, entre guillemets, pour dire les choses, c'est pas très beau, mais on va le résumer comme ça, et que le carnet est toujours pas mis en place. Voilà, donc ils mettent des bâches un petit peu à tout le monde. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là aussi, c'est que, et dans ce communiqué, c'est que l'Atlético Nacional annonce qu'ils vont faire appel auprès des instances colombiennes, forcément, parce que c'est une décision de la commission de discipline, donc forcément, il y a des appels qui vont être en cours, mais ils n'entendent pas en rester là, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller jusqu'au tribunal arbitral du sport pour plaider leur cause. Voilà. En tout cas, ils ont pris des sanctions rapidement. Est-ce qu'elles sont bonnes ou pas? Ça, on va voir dans l'avenir. C'est assez fou, oui, on est d'accord, Rodolphe. Le football en Colombie, c'est pas clean entre ça et les matchs truqués. Bah oui, c'est un peu le problème. Et comme le dit Pierre, voilà, le fait est que ce risque-là va faire qu'on va... De toute façon, c'était un petit peu ce que l'on disait lundi dernier. Et c'était un petit peu ce qui était sous-jacent avec ce qu'ont décidé les instances locales du côté de Medellín, à savoir que... on va se diriger petit à petit vers une interdiction de déplacement des supporters, hein, tout simplement. Un petit peu comme on fait en Argentine. C'est la seule solution à une époque qu'ils ont trouvée en Argentine. Ne sachant pas gérer les visiteurs, ils ont décidé justement de les interdire. Et depuis, il n'y a plus de supporters visiteurs dans les stades en Argentine depuis 20 ans, facile. Mais bon, interdire les barras, il faut que les autorités locales interviennent. Les clubs ne peuvent pas empêcher un déplacement de supporters. Bah, Red, le maire de Medellín, a annoncé qu'il fermait les frontières aux supporters visiteurs les week-ends de match. Donc voilà. Cette histoire de huis clos, ça va pénaliser les INCHA qui n'avaient pas besoin de ça. C'est toujours le problème de ce type de sanctions. Et par rapport au huis clos, il n'y a jamais de bonne sanction. Quand il y a des débordements dans des tribunes, tu pénalises tout le reste du stade. Quand tu as des débordements dans un virage, par exemple, c'est pareil chez nous, que tu décides de fermer le virage parce qu'il y a 50 connards qui ont mis la merde, tu pénalises tous les autres. Il n'y a jamais la bonne sanction. Mais généralement, parce que c'est ça aussi, généralement, quand tu mets ce type de sanction-là, c'est pour que tout le monde se mette à agir. Le problème, c'est que c'est jamais le cas. donc voilà, sachez que, tiens, petite parenthèse, je sais pas du tout, Red, si Pierre est encore dans le chat, Pierre, je te laisse répondre, mais je sais pas s'il y a des interdictions de stade, en tout cas sur des longues durées. Il doit y avoir des suspensions de stade sur quelques années, mais je pense pas je sais pas s'il y a des interdictions à vie. Et j'ai pas d'exemple en tête comme ça. Ce qui est certain, par contre, et c'est pour ça que je vois ton message, c'est qu'il y a 10 personnes qui ont été prises en photo, et je vous avais montré les photos la semaine dernière, quelques photos la semaine dernière, et ces 10 personnes sont recherchées. Voilà. Bon courage pour les trouver. Bref, voilà, c'était un petit peu pour faire pour faire un retour sur cette affaire. Vous voyez qu'elle n'est pas complètement terminée parce que ça va continuer ça fait forcément beaucoup parler, et notamment du côté de l'Atlético Nacional qui s'estime. Alors, je vous laisse voir de votre côté hein, si vous trouvez que c'est s'il s'estime justement ou injustement lésé dans l'histoire. Il va falloir suivre, il va falloir bien suivre tout cela, voir jusqu'où ça va aller. Il y a des IDS et supporters de Tolima qui avaient frappé Catania, il avait pris 1 an et demi.
il y a 1 an et demi, a été IDS. Mais il a été IDS pour à vie, Pierre, ou juste sur une période? Et en fait, ça fonctionne comment les IDS en Colombie? Tu fais comme en France? Tu vas pointer les soirs de match ou pas du tout? Ou ça marche comment, en fait? Tu dois aller pointer au commissariat les soirs de match? Parce que bon, quand on sait que certains barrassent, la collusion avec la police, voilà, hein? Tout est dans mon petit silence qui suit. Voilà, bref, on va passer à la deuxième news de la semaine, qui est un petit peu plus importante. On va y passer plus de temps sur cette news. Forcément, c'est la fameuse affaire Suarez-Bielsa qui est en train de secouer l'Uruguay. Les policiers viennent regarder le match à la maison avec toi. Non, mais ils viennent au stade avec toi, César. Non, sur une période, mais c'est à l'entrée qu'ils se font recaler. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que c'est du coup ça veut dire que l'équipe, quand il y a un déplacement, l'équipe qui reçoit doit contrôler que le gars est interdit de stade ou pas. Quand tu vois que l'Atlético Nacional a déclaré dans son communiqué que c'est pas à elle de gérer l'entrée des visiteurs ni de gérer leurs fouilles, bon, voilà. Hein, on va encore laisser un petit blanc là-dessus. Bref, on passe donc à la grosse news de la semaine. L'affaire Suarez-Bielsa dans le programme des footballs, c'est Habla Así, qui est un programme sur Direct TV Argentine, Direct TV Sport. Luis Suarez était en interview tranquillement depuis Miami avec sa petite casquette à l'envers et son haut de survêt rose, et il s'est un petit peu lâché. Enfin, il a parlé des dessous, entre guillemets, de la face cachée de la sélection uruguayenne sous Marcelo Bielsa. Et en fait, vous allez le voir parce que j'ai pris quelques citations. Enfin, on va passer du temps pour voir ce qu'il a dit un petit peu. Il a surtout pointé, en gros, un changement d'ambiance assez drastique au sein de la Céleste. Alors, il a bien commencé en expliquant qu'avant, il ne connaissait pas Marcelo Bielsa et que il raconte la première rencontre, entre guillemets, avec Bielsa, il a un petit peu été refroidi parce qu'il a discuté avec Bielsa pendant plus de 5 minutes. Et il n'a eu aucune réponse autre que merci Louis et basta. Et il attendait d'autres réponses, il n'a rien eu. Et il explique que du coup, ça donne pas forcément envie d'interagir avec le sélectionneur. Alors, je fais une petite parenthèse et vous allez voir qu'il va en être beaucoup question de comparaison avec ce qui se passait avant, parce que on est dans un pays, l'Uruguay, où l'interaction, et ça a été beaucoup mis en place sous Tabarez, l'interaction entre les cadres et le sélectionneur est importante. Et donc là, en gros, ce que Suarez dit, c'est que d'entrée, l'interaction, il n'y en a pas. Quand il arrive, il n'y en a pas. Alors, il explique qu'il n'a pas voulu parler plus tôt, parce qu'il ne voulait pas causer de problème. Mais il rappelle quand même, il donne quand même des exemples de situations qui lui ont fait très très mal pendant la Copa América et qu'il n'a rien dit pendant ce temps-là. Mais ce qu'il va falloir retenir dans ce qui va se passer derrière, et c'est un petit peu ce que dit Diego Godin, on parlera des réactions que cela a suscité, de certaines réactions que ça a suscité, c'est vraiment, et pour répondre à ta question, Rodolphe, il défonce pas véritablement Marcelo Bielsa, il pointe un management. Voilà, un type de management. Et on voit beaucoup d'articles qui passent, Suarez détruit Bielsa, Suarez se paye Bielsa, blablabla. Bon, on sait comment ça marche sur Internet. Il le défonce pas, il pointe juste un traitement, une façon, un management qui ne lui convient pas, en fait, concrètement, et qui ne semble pas convenir à tout le monde. Alors justement, parce que toutes ces déclarations ne portent pas sur le terrain, ne portent pas sur des notions tactiques sur le terrain, et ne portent pas non plus sur les résultats. Alors que, franchement, il peut y avoir des éléments où on peut se dire il y a des choses à dire sur certains résultats. Le pré-olympico, par exemple, la façon dont a été gérée la Copa América avec une rotation quasiment inexistante au sein du 11 de départ, même quand c'était fait. Donc voilà, il y a des choses, il y a des éléments sur lesquels on pourrait parler, mais il ne parle pas de ça. Il parle que d'ambiance et que donc de l'ambiance qui est mise au Complejo Céleste, le Clairefontaine uruguayen. Donc il pointe notamment le traitement de certains personnels. Alors on en parle beaucoup en Uruguay, l'exemple de Edgardo Di Maio. Si vous cherchez un petit peu, vous trouverez son surnom, Minguta, qui est l'intendant depuis une trentaine d'années de la sélection. Et justement, Suarez explique que Minguta n'a
plus le droit de croiser les joueurs quand ils sont dans la salle à manger, et que donc lui doit faire le tour, passer par derrière pour aller manger à part, et en gros explique que l'ensemble des personnels n'a plus le droit d'interagir avec les joueurs. Il donne d'autres exemples. Par exemple, il explique lorsqu'il discute avec un kiné dans la cuisine, eh ben, le kiné regarde partout à gauche à droite pour voir si il va pas se faire gauler en train de parler avec un joueur. Donc ça met une ambiance un peu particulière. Pourquoi Rodolphe, j'en sais rien, hein, c'est ce qu'il explique. Voilà, c'est voulu par le coach. C'est le nouveau, comment dirais-je, la nouvelle charte de comportement dans le stade, dans le stade au sein de la sélection. Donc il pointe en fait ce manque un petit peu de relations humaines. Voilà. Il y a et ça touche pas que les intendants, les kinés, machin, hein, d'anciens joueurs. Il parle par exemple du Russo Pérez, Diego Pérez, qui a joué en France notamment, qui est l'entraîneur des jeunes et qui s'est occupé un petit peu de l'équipe A prime, n'ont pas le droit de manger avec les joueurs de l'équipe A. Ils sont à part. Et donc il raconte que l'ambiance dans cette salle n'est plus la même, c'est plus du tout comme avant. Je vais le citer, hein, je vais lire, je vais être précis. Cela me brisait le cœur d'entrer dans le complejo céleste. Les coéquipiers ont peur de crier, de faire du bruit ou de faire des blagues. La vérité, c'est que ce qui se passe avec l'équipe nationale me fait mal, et cela m'attriste de voir le complejo dans cet état. Et il raconte aussi plusieurs exemples. Il donne plusieurs exemples. Il raconte par exemple l'anecdote du Pasillo, ce que je suis en train de vous montrer si vous avez la vidéo. Il raconte, c'était vers la fin, quand les joueurs lui ont fait cette haie d'honneur. Vous le voyez, hein, vous allez le voir sur la vidéo qui a été publiée par le compte de la fédération. Et en fait, Suarez explique que Bielsa n'était pas d'accord avec cela. Je le cite, il voulait m'offrir un cadeau. L'entraîneur s'est fâché parce que cela perturbait son planning. Il avait une discussion prévue avec un autre joueur à 12h45, et ce Pasillo perturbait cette réunion. Mes coéquipiers ont fait face à cette situation et ont dit non, on veut dire au revoir à Luis. Donc voilà, donc il pointe cette question de la gestion des hommes. Il raconte par exemple, je vous laisse le Pasillo, vous voyez quelques extraits. Il raconte aussi, par exemple, alors je me suis pas amusé à regarder si Bielsa était sur la vidéo, mais je ne pense pas qu'il y soit. Justement, vous voyez qu'il y a les intendants, que voilà, il y a tout le personnel, hein, concrètement, qui a déjà interagi avec lui. Et il prend des exemples dans la gestion humaine sur certains hommes. Il raconte comment Darwin Núñez, à la mi-temps en Argentine, s'est fait méchamment bousculer par Bielsa, et qu'au moment de sortir du vestiaire, il pleurait. Il avait les larmes aux yeux. Il raconte qu'il a été, lui, Luis Suarez, le voir et voilà, le réconforter un petit peu, voilà, s'occuper de lui. Darwin Núñez marque en seconde période, et bon, Suarez raconte un échange avec Bielsa qui lui dit, Bielsa lui dit, tu vois, j'ai bien fait de le bouger. Et Suarez lui dit, ouais, mais c'est un garçon qui a besoin qu'on le supporte, qu'on l'aime. Voilà. Bref. Et il raconte aussi une autre affaire, et une affaire que l'on avait vue pendant la Copa América. Moi, je me souviens que j'en avais parlé de cette histoire. C'est l'affaire Agustín Canobio. Canobio, il y a une image qui a beaucoup tourné lors du match face au Canada. C'est quand Canobio se rend compte qu'il ne jouera pas ce match-là, qu'il n'entrera pas en jeu, et il est dans une colère. Il rentre dans une colère noire, concrètement. Il fracasse la bonbonne de boisson, il renverse un siège, il veut même carrément se barrer du stade, mais la porte est fermée, alors il s'assoit dans un coin. Il est dans une colère noire. Et en fait, Suarez raconte que, et c'est ce que tu disais, hein, Rudy, c'est que, en fait, il raconte qu'Agustín Canobio était appelé pour les entraînements juste pour faire des passes aux autres, en gros pour servir de sparring partner, juste pour rendre les ballons. Généralement, c'est ce qu'on fait faire aux jeunes, aux vraiment jeunes, pour leur dire, viens avec les pros, voilà. Et voilà, on parle d'un joueur de 26 ans et qui était dans une colère, voilà, hein, et donc on voit l'accumulation et on comprend sa colère noire. Donc voilà, il parle de tout cela, et on se souvient que Canobio avait été interrogé par la presse uruguayenne à la fin, hein, du match, en zone mixte, et on lui avait demandé, c'était une journaliste, lui avait demandé à la fin, pourquoi qu'est-ce qui t'a mis en colère, quoi? Et il lui avait répondu, tu sais très bien, et tu sais aussi très bien que c'est pas le résultat. Voilà. Sous-entendu,
vous savez ce qui se passe. Donc voilà. Et donc, il raconte cette absence de relation entre les joueurs, et Marcelo Bielsa. Cette distance, il parle d'un groupe qui a été isolé, hein, qui est isolé du reste et isolé aussi de ses supporters. Et là, c'est assez intéressant parce que Luis Suarez pointe aussi le double discours de Marcelo Bielsa. Pareil, je vais vous le citer. Je vais d'abord vous montrer à quel point la césure avec le groupe, elle était assez compliquée. Il explique par exemple que de nombreux joueurs ont organisé une réunion pour aller demander à l'entraîneur d'au moins leur dire bonjour. Et il ne l'a même pas fait. Et il dit derrière, Bielsa fait des conférences dans lesquelles il donne des conférences de presse, dans lesquelles il dit des choses merveilleuses sur les gens. Il parle notamment de la conférence de presse qu'il avait donnée à New York. Sauf que nous, à New York, il nous a demandé de ne même pas nous arrêter pour aller saluer les supporters qui étaient devant l'hôtel. Il explique qu'il y avait 400, 500 supporters uruguayens qui attendaient devant l'hôtel et Bielsa ne voulait pas que les joueurs aillent les saluer. Et Suarez, si on l'écoute, a forcé pour que les joueurs aillent le saluer. En fait, voilà. Depuis, il n'est pas revenu au dernier rassemblement. Alors, tu parles de Canobio, Rudy. Pour te dire les choses très clairement, je me souviens d'avoir vu quelques émissions à l'époque où il y avait eu ce débordement en bord de terrain. Cet énervement visible de tous. La zone mixte derrière, et déjà certains journalistes disaient Canobio, vous allez voir, dans quelques jours, il va annoncer qu'il ne reviendra plus en équipe nationale. Il ne l'a pas fait, mais il n'a pas été rappelé. Il est un peu rigide, Bielsa, il a pris Canobio pour un porte-serviette. Il y a un côté respect, et c'est ça que pointe Luis Suarez. Il pointe juste un mal-être. Je sais pas, ça arrête si Bielsa a des origines canadiennes. Bref, en fait, il pointe un mal-être et en fait, tout cela, c'est résumé quand il parle de l'époque Tabarez, parce que c'est de ça dont il est question. C'est de ça dont il est question. Il dit, par exemple, pendant de nombreuses années, ceux d'entre nous qui vivent ensemble depuis 2007 ont travaillé dur pour que le Complejo grandisse et devienne ce qu'il est, entre guillemets, comprenez, un lieu de vie. Et ça me fait mal de ne pas pouvoir en profiter. Vous voyez des joueurs qui s'en vont, qui passent, qui viennent et qui ne profitent pas du Complejo Céleste. Dans leurs équipes, ils s'amusent ici et ils sourient, mais quand il vient d'une équipe nationale, il ne sourit plus, il ne s'amuse pas. Ce que vit l'équipe nationale me fait mal. Il y a des coéquipiers qui ne le diront pas, mais c'est compréhensible. Et donc, voilà. Ce qu'il explique, c'est cette sensation de mal-être qu'il y a au sein de la sélection. Et en gros, pour dire les choses très clairement, parce que c'est des choses que l'on dit parfois de Bielsa dans ses premières années, et souvent sur le côté discipline militaire au sein de l'équipe. Et voilà, c'est un petit peu un choc des cultures, concrètement, qu'il est en train de pointer. Donc c'est pour ça que dire des polémiques, dire Suarez flingue Bielsa, voilà. Parce que, comme tu le dis, Rudy, au niveau des résultats, il n'y a pas vraiment de gros échecs, à part le pré-olympico. Et d'ailleurs, Suarez ne parle pas des résultats. Il ne parle jamais des résultats. Je rappelle que l'Uruguay était dans les principaux candidats à gagner la dernière Copa América. Ils ont fini 3e. Ils ont été l'une des équipes qui jouait le mieux dans la phase de groupe. C'est une des équipes qui joue le mieux. Donc, il ne parle jamais du terrain. Il ne parle jamais de ce qui se passe sur le terrain. Il ne parle pas des choix du sélectionneur, parce qu'il pourrait. Il pointe juste cette espèce de... ce choc des cultures qu'il est en train de vivre. Et ce comportement qui est finalement assez bielsiste. Enfin, c'est Bielsa, généralement. Je ne sais pas si c'est bielsiste, mais c'est Bielsa. Voilà, qui n'a pas l'air de fonctionner. C'est pour ça que Bielsa, c'est bien au début, mais souvent après, ça se complique. C'est peut-être une des raisons, effectivement. Suarez pointe quand même des responsabilités. Il en pointe 2. Il pointe Jorge Giordano, qui est le responsable des sélections en Uruguay, et forcément Ignacio Alonso, le président de la fédération uruguayenne. C'est lui qui a fait venir Marcelo Bielsa. Et il déclare, Suarez, ils le savent, et c'est ce qui me fait le plus mal. Je l'ai dit à Ignacio, et ça me fait mal, mais ils ont autorisé cela. Ils lui ont donné toute l'autorité nécessaire pour traiter le personnel de cette manière. Il inclut les joueurs dans le personnel. Alors voilà, je le disais, forcément, ça fait parler, ça fait vendre du papier. D'ailleurs, regardez, on en parle aussi. Voilà, mais au final, il n'y a pas forcément une grande polémique, je le disais, et j'insiste bien là-dessus, parce que il n'y a pas de question de critique sur le jeu, il n'y a pas de critique sur les résultats. Et d'ailleurs,
Regardez les réactions des joueurs qui ont eu lieu, hein, depuis. Il y a eu quelques réactions de joueurs depuis. Je vais vous en donner quelques-unes. Nathan Nandez, par exemple, a déclaré il a décidé de rendre tout cela public et je pense qu'il a le droit de le faire parce que pour nous, il est une référence et il est notre dernier capitaine. Nous ne savions pas qu'il allait en parler. Ce n'est pas à nous de donner le feu vert de quoi que ce soit pour Luis Suarez. Je pense que nous sommes assez grands pour dire ce que nous pensons. Luis l'a fait, il a le droit. C'est très bien. Mais Nandez ajoute, nous sommes ici et maintenant et nous allons en parler. Nous verrons les choses qui n'ont pas été bien faites ou ce qui peut être mieux fait au jour le jour parce que nous voulons tous que l'équipe nationale aille bien. Beaucoup de choses ont été dites par Suarez, des choses qui sont vraies, d'autres qui ne le sont pas. On va en parler et ensuite nous verrons. Donc voilà, ça c'est ce que dit Nathan Nandez. En gros, hein, on va se dire les choses, comme dirait l'autre, ce qui est possible aussi. Federico Valverde a aussi parlé. Il a dit il y a des choses qui sont vraies. Il n'y a pas besoin de nier quoi que ce soit, pardon. En cela, il faut toujours être sincère, mais il est également vrai qu'il est préférable de parler des problèmes au sein de l'équipe avec la personne à qui l'on doit s'adresser. Sous-entendu, il faudrait en parler avec Bielsa. Et Sergio Rochet, qui est l'un des autres cadres de cette sélection, dit il a pris la décision de s'exprimer, il a tout à fait le droit. Tout ce que je peux faire, c'est qu'il a raconté des choses qui se sont passées. Donc vous voyez, personne ne tombe sur Suarez, hein, au sein de la section. Tout ce que je peux dire, c'est donc qu'il a raconté des choses qui se sont passées. Il a pris cette décision. En ce qui me concerne, j'essaierai d'éclaircir les choses qui se sont produites, en particulier lors de la Copa América, de les résoudre et de rendre l'atmosphère plus agréable à l'entraînement et pour l'entraînement et le travail. Et il explique en fait que, en gros, je ne vais pas vous lire toute la déclaration de Rochette parce qu'elle est quand même assez longue. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est que ce qui serait bien, c'est que l'on en parle entre nous et que ça, en gros, ce qui est dans le vestiaire ne doit pas sortir du vestiaire. Voilà, c'est ce qu'il dit derrière. Pour moi, ces choses se règlent entre nous, entre les murs, mais il ne va rien ajouter là-dessus. Bref, voilà en gros tout ce que ça a entraîné. Il y a quand même quelques anciens qui sont sortis du bois, hein, par rapport aux déclarations de Luis Suarez. L'ancien entraîneur des gardiens qui a démarré sous Marcelo Bielsa, enfin qui était conservé sous Marcelo Bielsa. euh, Carlos Nicola, qui est parti. Alors, pareil, hein, lui raconte par exemple comment s'est fait son départ de la sélection. En gros, il explique qu'au départ, il a signé il avait un essai, une mise à l'essai de 3 mois, qui s'est transformé en contrat jusqu'en 2025, je crois, si j'ai bonne mémoire. Et ensuite, il explique que Bielsa l'a fait venir dans son bureau une fois pour lui dire qu'en fait, il allait changer le contrat et faire en gros des espèces de CDD de 3 mois et on fera le bilan tous les 3 mois. Voilà, moyen, hein, comme management. Bon, bref. Et justement, il parle, lui, de ce management. Il pointe que ça, hein, quasiment. Et toujours l'ombre de Tabarès. Il explique, à l'époque du maestro, beaucoup de choses ont été construites autour de l'humain, de la personne, en mettant l'accent sur ce point. Tous les joueurs qui font aujourd'hui partie de l'équipe nationale sont passés par le processus du maestro Tabarès, qui se concentrait sur l'éducation des valeurs, le respect et l'attention envers l'humain et ensuite, une fois ces valeurs mises en place, la formation des joueurs de football. Avec Diego Alonso, cela s'est poursuivi, mais aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est passé au second plan, il n'y a plus d'intérêt pour l'humain, l'accent est mis uniquement sur le joueur et non sur la personne. Et pour vous dire, hein, par rapport au résultat, Carlos Nicola a dit il y a des choses que nous voyons tous, l'Uruguay joue bien, les équipes de Bielsa parlent pour lui en termes de nombre de choses que l'on voit sur le terrain, c'est ce que retient l'opinion publique aujourd'hui. Voilà. Diego, donc on est vraiment dans ce choc, hein, vraiment ce choc de culture, je l'appelle comme ça, mais je sais, enfin voilà, ce mode de fonctionnement qui n'est plus le même. Est-ce qu'il est adapté ou pas à l'Uruguay? On n'en sait rien. Il y a beaucoup de débats. Je ne vous citerai pas Chilavert parce que on va pas se mentir, mais 90% du temps, Chilavert dit de la merde. Donc voilà, donc là, dès qu'il peut dézinguer quelqu'un, il se jette là-dessus. Donc lui, pour le coup, s'amuse à dézinguer Bielsa. Voilà. Connaissant, ça va sûrement poser des questions à Bielsa, on va en parler dans un instant. Et donc voilà. Et Godin, pareil, appuie. Et Godin appuie en disant ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Suarez ne remet pas en question la façon dont Bielsa s'entraîne ou anime le groupe, enfin
organise le groupe sur le terrain, il se fait juste le porte-parole pour que les gens puissent s'amuser ensemble. Alors, il parle beaucoup de cohabitation, de vivre ensemble, de la notion de groupe. Et voilà, et Godin dit aussi, nous étions habitués au maestro Tabarez, aujourd'hui les choses ont changé. Nous avons travaillé avec Tabarez pendant 15 ans, nous avions des codes sur la façon de nous traiter entre nous, comment traiter les employés, les cuisiniers, les assistants, et c'est ça qui a changé. Voilà, ce sont les qualités humaines de Bielsa qui sont entre guillemets remises en cause. J'ai envie de te dire plus que les qualités humaines, tu vois ce que je vais pas aller trop loin là-dedans. Je te dirais que ce qui est remis en question, c'est son management, en fait. Voilà, c'est la façon dont il gère ses hommes. Vraiment, hein, là je parle de l'homme en termes d'humain. Et c'est vrai que dans cette sélection qui a été bâtie autour du fameux processo Tabarez, autour de cette notion d'éducation, de vivre ensemble, d'entretien des cadres, etc., on se souvient quand même hein, qu'au départ, Suarez n'était pas convoqué par Bielsa. On se souvient qu'il avait sorti 2-3 phrases et que ça s'était pas forcément voilà, bien passé. Donc voilà. Bon, il y a quand même quelqu'un qui démonte Luis Suarez. Elle s'appelle Mahir Jakimchuk. Elle est l'ancienne kiné de National, époque où Suarez était à National, qui a tweeté, qui a partagé sur ses réseaux sociaux un long texte dans lequel elle dit notamment: aujourd'hui, l'hypocrisie me dépasse. Luis, n'oublie pas que lorsque tu es arrivé à National, nous avions tous l'ordre de ne pas te saluer, de ne pas te regarder, de ne pas te demander de photos. Personne ne l'a dit, je l'ai vécu. Montrons toujours les deux côtés d'une médaille, être, ne pas paraître, sinon nous serons toujours de simples hypocrites. Bon, tacle appuyé, hein. Maintenant, difficile de démêler, on va pas entrer trop dans le détail, mais bon, bref. Tout ça pour dire que on va pas se mentir. Peut-être pour ça que ça s'est fini pour Cavani. En fait, c'est aussi cela qui est pointé. Tu vois, par exemple, on en parlait à l'époque hein, de Suarez. Je vous renvoie vers un article de Lucarno Posé et une conférence de presse absolument lunaire de Marcelo Bielsa dans laquelle il défonce les journalistes qui n'ont rien demandé ce jour-là. De toute façon, Marcelo Bielsa s'amuse régulièrement à défoncer les journalistes. Pour le coup, on va dire les choses, il dit des choses, et on l'a déjà dit, hein, il dit des choses purement scandaleuses quand il parle des journalistes. On en avait parlé notamment lors de sa sortie, lors de la Copa América après les débordements d'Uruguay-Colombie, où il avait aussi défoncé des journalistes qui n'avaient rien demandé. Donc il est scandaleux sur certains propos par rapport aux journalistes, mais on ne va pas entrer dans le détail là-dedans. Il va pas y avoir forcément beaucoup de troubles, hein, on va pas se mentir. On va forcément suivre les prochaines conférences de presse, comme tu le dis. Il y aura peut-être des questions qui sont posées à Bielsa, tu le dis Rudy, mais je peux t'assurer, je pense, en tout cas, je prends le pari qu'il ne répondra pas à la question et qu'il fera comme à l'époque où Suarez avait déjà fait bouger un petit peu dans la presse, à l'époque où il n'était pas contacté, à l'époque où il expliquait que Bielsa ne l'avait jamais appelé, n'avait jamais appelé Cavani. Cavani n'a jamais été appelé par Bielsa, si l'on en croit les propos de Suarez, et Cavani n'a jamais été rappelé en sélection tout court. Mais il les a même pas appelés, il n'a pas appelé les cadres. Et c'est vrai que ça, par rapport au fonctionnement de Tabarez, donc voilà. Bref, on peut, à l'époque, les journalistes avaient branché Bielsa sur le fait de pourquoi t'appelles pas les anciens, machin bidule, et il avait fait toute une diatribe sur quand on ne sait pas quoi analyser, on fait des polémiques, voilà. Donc, à mon avis, on aura droit à ça. C'est toujours le traditionnel foulard rouge pour qu'on aille regarder ailleurs. On va quand même surveiller la communication de la fédération. La seule chose que l'on sait jusqu'ici, c'est que Jorge Giordano, lui, a nié plus ou moins, pas de manière encore totalement officielle, mais il était en interview où il présentait un livre. Il a nié l'ambiance pesante au complet Rose-Céleste. Et que ce que l'on sait, c'est que pour cette prochaine séquence d'éliminatoire, il n'y a que 5 joueurs qui sont autorisés à parler à la presse. Je vais vous les citer: Nahitan Nandes, Sergio Rochet, Rosemar Jiménez, Nico de la Cruz et Fede Valverde. Voilà, voilà ce qu'on a à peu près sur cette affaire Suarez-Bielsa. Affaire, hein, c'est un grand mot, vous avez bien compris. Il faut aller interroger le gars qui est là depuis 30 ans, le fameux Minguta. Je suis pas sûr qu'il parle. D'ailleurs, Suarez dit il parlera pas parce qu'il tient son poche. Je vous mets sa photo. En tout cas, on parle beaucoup de lui en Uruguay. C'est devenu la célébrité du moment parce que ça symbolise aussi certaines choses. À se demander si Bielsa n'est pas un spécialiste du diviser pour mieux régner. L'une des questions, et c'est terrible Nostromo, tu vas me faire citer Chilavert. Chilavert explique que c'est pour cela que Bielsa ne dirige jamais de grandes équipes et qu'il dirige toujours des jeunes parce qu'il peut les défoncer comme ça. Voilà, bref. Les supporters sont forcément divisés parce que on sait comment marche le monde de nos jours. Si t'es, en fait, t'es soi-disant
Tu es toujours dans un camp de nos jours. Soit tu es pro Bielsa, soit tu es anti Bielsa. Tu peux pas être l'un ou l'autre. Enfin, tu peux pas être entre les deux. Tu peux pas dire, ben non, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça machin. Le fait est que, bon, pour l'instant, même si lui déteste ça, Bielsa, mais pour l'instant, les résultats, ça va. Personne ne s'est trop plaint au-delà de ça. Et puis c'est aussi un problème de génération, de manière dont on vit les choses. Donc peut-être que ça s'adapte aussi à la nouvelle génération et pas à Suarez. On peut se poser des questions sur le timing, effectivement. On peut se poser des questions sur ce timing-là, dans le sens où pourquoi ne pas l'avoir fait plus tôt? Pourquoi le faire à une semaine, à même pas à quelques jours du match de match d'éliminatoire? Bon, on va pas souvent, dans ces cas-là, on se demande à qui profite le crime. Et en Uruguay, on pense toujours à Paco Casal, forcément. Sauf que je ne suis pas convaincu que Luis Suarez puisse s'amuser un jour à servir les intérêts de Paco Casal quand on sait qu'ils se sont un petit peu chamaillés, notamment à l'époque de la renégociation des contrats pour les équipementiers. Suarez faisait partie de la fronde des joueurs, si je ne me trompe pas, qui avait attaqué directement Paco Casal à l'époque. Bref. Donc voilà en gros concrètement ce qu'il faut dire. Le timing est pas bon, non. C'est vrai que franchement, il aurait pu faire ça au lendemain de la Copa América. Oui et non, parce qu'on s'imagine que s'il le fait au lendemain de la Copa América, son jubilé, il l'a pas, parce qu'il n'aurait jamais été rappelé. Donc peut-être qu'il a attendu d'être rappelé, ce qui correspondait à la dernière session d'éliminatoire. Et voilà, il aurait peut-être dû en profiter à ce moment-là, après le deuxième match des éliminatoires, je ne sais pas. Bref, le timing est jamais bon. Par contre, je ne suis pas convaincu qu'on puisse accuser Suarez de défendre certains intérêts, ou pas, on verra, hein, l'avenir nous le dira. Mais bon, on va pas se mentir, et ce sera la conclusion. Voilà l'affaire du moment. Est-ce que ça générera des polémiques intenses? Je ne pense pas. Ça risque d'être vite botté en touche. Est-ce que ça va impacter l'Uruguay? Ça, c'est une autre question. Et ça, c'est l'art de la transition. On va le savoir, on va le voir cette semaine. Parce que cette semaine, c'est la 9e journée des éliminatoires sud-américains. On va en profiter juste pour en parler parce que ça sera en milieu de semaine et parce qu'on fera un live. Alors on va faire un petit point rapide sur les éliminatoires. Je vous mets les 2 derniers matchs étaient pas ouf déjà. Non, mais bon, on va voir. Après c'était compliqué, c'était des matchs de reprise, de début de saison pour beaucoup de joueurs. On verra. On va en parler du calendrier dans un instant. Je vous montre le classement des éliminatoires sud-américains. Vous voyez que ça va hein, pour l'Uruguay. Ils sont tranquilles. Pour l'instant, ils sont plutôt tranquilles. Une seule défaite de concédée. Et surtout, donc, on peut vraiment voir un trio qui s'est dégagé, l'Argentine et la Colombie et l'Uruguay. Bizarrement, c'est le trio de la Copa América aussi. Ce trio qui se tient en 3 points, 18 pour l'Argentine, 16 pour la Colombie, 15 pour l'Uruguay, avec un petit trou qui a été creusé hein, derrière, avec les poursuivants que sont Équateur, Brésil, Venezuela, Paraguay, Bolivie, c'est là se tiennent en 2 points. Le Brésil est dans une situation très délicate, tout comme le Chili et le Pérou qui jouent leur survie. On va regarder le programme de cette semaine dans les éliminatoires. La Colombie ouvrira la session en se rendant en Bolivie. Match qui peut être important aussi pour la Bolivie pour venir mettre la pression. Vous voyez, l'Argentine est au Venezuela. L'Équateur accueille le Paraguay. Le Paraguay de son ancien sélectionneur. Effectivement, Al-Arami, ne pas oublier que sans la pénalité de 3 points, l'Équateur serait dans le groupe de tête. Et c'est aussi l'occasion de rappeler que l'essentiel du travail a été réalisé jusqu'ici par Félix Sanchez et qu'il a été viré parce qu'il a été éliminé par l'Argentine au tir au but à la Copa América et qu'il ne doit pas être leader des éliminatoires. Je ne sais pas pourquoi. Bref, pour d'autres intérêts. Mais ça, c'est un autre débat. Équateur-Paraguay. Ensuite, Chili-Brésil. Match... dernière chance hein, pour le Chili. Chili qui ensuite ira en Colombie. Hein, donc bon courage aux Chiliens qui ont moyen de faire 0 sur cette session, sur cette fecha FIFA. Et ensuite, la dernière match de la 9e journée des éliminatoires. Pérou-Uruguay. L'Uruguay se rend au Pérou, oui. Fecha 9e journée, ça veut dire qu'on sera à mi-course de ces éliminatoires à la fin de la semaine. Ça sera donc jeudi. Et on va tout de suite en profiter, c'est pour ça que je voulais en parler aussi, pour se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous pour un live. Probablement, on prendra l'antenne pour le Bolivie-Colombie qui est à 22h heure française. C'est vrai que j'ai pas mis les bonnes heures, j'ai laissé les heures de là-bas. Bolivie-Colombie, c'est 22h. Venezuela-Argentine et Équateur-Paraguay, c'est 23h. Chili-Brésil, c'est à 2h.
et Pérou-Uruguay à 3h30. Voilà, il y a moyen qu'on fasse un live jusqu'à la fin de Chili-Brésil. On va voir, au moins les 3 premiers matchs, on les fera. Donc jeudi 22h, il y aura un live et on pourra suivre tranquillement ces éliminatoires. Et on en profitera aussi à ce moment-là pour parler, justement, pour parler de chacune de ces sélections, parce que vous avez vu forcément les listes. Je ne vais pas les détailler là, hein, sinon ça va durer 2 jours. Et on va attendre les conférences de presse des uns et des autres. C'est vendredi, Pérou-Uruguay. Ah oui, j'ai mal vu. Attends, bien vu. Eh ben, d'accord. Ah, c'est absolument pas ce que j'avais noté, t'imagines? Un truc de fou. OK, effectivement, c'est dans la nuit de vendredi à samedi, donc on fera clairement pas, on fera clairement pas. C'est vrai, tu as raison, bien vu. C'est, samedi à 3h30 pour nous. Merci Pierre pour la correction. J'aimerais pas être à la place de Gareca. Je pense que ça va sauter après cette fecha FIFA pour Gareca, hein, il y a des chances. Enfin, je sais pas, ça va dépendre de son contrat et de combien il coûte, mais c'est mal barré. Et vraiment, le calendrier pour le Chili, Chili-Brésil, donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin, et Colombie-Chili, mardi prochain à 22h. Autant dire qu'on a vu plus simple pour essayer de rebondir, mais attention, parce que le Brésil, si le Brésil ne gagne pas au Chili, ça peut commencer à se compliquer. On va pas s'affoler non plus, vous avez vu, hein, je vais vous remettre une dernière fois le classement. On va pas s'affoler non plus. Il y a 7 équipes, hein, qui vont aller à la Coupe du Monde. Donc, si le Brésil ne va pas à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, lorsqu'un tournoi envoie 7 des 10 équipes, hein, bon, on en est encore loin de cette histoire. Voilà, c'est là-dessus que l'on va clore les news de la semaine.